Ah, Parce que si je fais sur une impossible d'accéder au site, J'y ai accédé, moi. Je n'ai pas accédé au site. si j'arrive à y accéder d'une page privée, c'est que je peux y accéder. J'y ai accédé. Mhm. Mais il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas. Madame, ça fait comme ça. Désolé, Comment on va- impossible d'accéder à cette page. Madame, moi, j'ai accès au site. Donc, qu'est-ce qui dit quand vous n'avez pas accès au site? C'est moi. Les diapos? Module 2. Elles sont disponibles aussi. En fait, je crois qu'il y a un problème d'identification. Si je teste en mode privé, je ne suis pas loguée, quoi. Ce n'est pas moi qui en suis. Donc, donc, ce n'est pas ça. Hmm. Donc, quel est le. Est-ce que tu peux mettre la capture d'écran disant pourquoi tu n'as pas accès? Parce que je n'ai pas compris le coup. Pardon? Aminata, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, parce qu'il faut que vous me donniez une capture d'écran. Ah, ok, ouais. Si vous le faites par là, tu veux dire, alors. Ok, je vois. C'est pas qu'elles sont pas disponibles, c'est que le lien était faux, quoi. D'accord. Donc ça, c'est réglé, merci. Mais le site, c'est bon alors. Ok. Je ne sais même pas ce que vous voyez là et vous voyez pas ce que je faisais avant. Mais en fait, pour tester si, parce que moi, si je suis loguée sur mon Gmail, je peux voir tout, quoi. Mais pour tester, je me mets sur une fenêtre privée et je regarde. Si ça marche, c'est que, en fait, ça marche, quoi. Donc là, maintenant, tout est réglé, là? Ok. Donc, cette démarche-là, scientifique, c'est celle qu'on doit avoir. Alors, ici aussi, on va regarder un petit exercice ou une petite histoire, quoi, en fait. Après, je vais vous mettre pour que vous appreniez à faire les breakout rooms. Donc, Junior découvre un nouveau produit. Donc, on a dit que l'étape numéro 1, c'est d'être curieux. Donc, voyons voir ce que Junior a fait dernièrement. Junior est assis au café du coin et attend sa sœur pour passer du temps. Pour passer le temps, il regarde son fil d'actualité Facebook lorsqu'il reçoit un message inattendu de Tati sur WhatsApp. Et ça, Tati, en fait, lui parle d'un site officiel de la pandémie, et elle lui parle d'un remède, en fait. Site officiel de Pandemic Cure. Donc, Junior, il veut vérifier ces informations parce qu'il a dit à sa Tati, oh, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment bon.
Mais laisse-moi regarder. Donc, Junior, il se pose des questions. Il est dans l'étape 2. Il se pose des questions. Il est prêt à se poser des questions sur de nouveaux produits appelés Pandemic Cure. Il se rend sur le site Internet pour obtenir des informations de base sur le sujet. Il voit immédiatement de nombreuses informations et témoignages forts qui semblent promouvoir le produit. Mais il a l'impression que le site Internet manque d'informations concrètes sur la sécurité du produit. Donc, il y a des commentaires, mais est-ce qu'on peut toujours, quand vous voyez des commentaires, vous, qui vous disent en fait, si faites ça, est-ce que ça veut dire pour autant que vous devriez suivre les témoignages des personnes? Est-ce que les témoignages sont toujours vrais? Non. Pas vraiment. Non, c'est pas toujours vrai. Donc, il faut aussi faire attention aux témoignages. Donc là, il est en train de se poser des questions pour l'instant. Donc, 3 points, quand on doit se poser des questions sur les informations sur un site, c'est d'où vient l'information. Donc, vérifier la source. Ça peut venir, ça peut être un journal. Donc, quelle est la crédibilité de ce journal? Ça peut être une personne, ça peut être, etc. Ensuite, on doit vérifier le contenu. L'information fait-elle, dit-elle exactement ce qu'elle prétend? Et l'information correspond-elle au problème que vous essayez de résoudre? Donc, vérifier la pertinence de l'information. Il y a un problème, c'est la COVID, et là, on vous donne un remède et on vous dit que ça résout le problème. Il n'y a pas de nouveaux liens, c'est toujours les mêmes liens, en fait. Le lien du site, les liens des modules marché. C'est juste les liens sur le site qui avaient un problème. Donc, voilà le site. C'est le site officiel de Pandemic Cure. Pandemic Cure est le nouveau remède miracle le plus étonnant arrivé sur le marché en une génération. Notre équipe spécialisée de chercheurs et scientifiques a soigneusement élaboré cette formule éprouvée. Découvrez comment notre ingrédient spécial, la chloride de sodium, fera des merveilles pour votre santé. Achetez maintenant. Donc, quand on voit un site pareil, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on est content ou pas? On se dit, c'est un site, ouais, ça a un sens ou pas? Ça manque d'informations. Ouais, c'est beaucoup de marketing en fait là, hein, comme on voit. C'est plus de marketing. C'est pas trop fiable. Ouais. Et puis, Et ça ne dit pas vraiment à quoi ça sert. ouais, c'est vague. Mais bon, il y a le mot miracle, faire des merveilles, etc. quoi. Ça, c'est un peu trop. Donc, en fait, Il n'y a pas de miracle en science. tous les mots, on peut... Ouais. Donc, on regarde les mots, en fait, les mots les plus... qui sont des pièges à clic, quoi. Miracle, le plus étonnant, en une génération, éprouvé. Parce que éprouvé, en fait, il n'aurait pas dû écrire éprouvé hein, sur le site. Il aurait dû être écrit approuvé. C'est une formule approuvée par des chercheurs, des scientifiques. Et puis, on voit le nom merveille aussi. Donc, tout ça nous dit, voilà, ne faites pas confiance. Vous vous rappelez le piège à clic, on veut ramener les personnes à cliquer avec des termes vraiment extraordinaires. Donc, dans l'étape 3 du processus, hein, c'est développer une hypothèse. Donc, comme il veut aider Junior Satati, lui, il est plutôt hésitant par rapport au produit. Hein. Il n'y croit pas, mais il veut quand même avoir un processus consistant qui a un sens. Et il veut trouver des informations dignes de confiance qui justifient son pressentiment. Mais il doit rester ouvert d'esprit. Hein, c'est vraiment ça. Il y a après tout une possibilité que les informations qu'il trouve puissent lui donner tort. Donc, il met en place, en fait, une hypothèse.
Donc, quelle est l'hypothèse de Junior? On va le voir, mais en fait, les hypothèses, ça se dit pas, ça s'écrit souvent X entraîne Y ou si X alors Y. Hein, donc, c'est si alors sinon. Ou si alors. C'est ça les hypothèses. Alors, une hypothèse, ça peut être si la pandémie, si Pandemic Cure est un produit fiable, alors je serai capable de trouver des études et des rapports justificatifs. Ça peut être son hypothèse. C'est fiable, il y a des justificatifs quelque part. Ça veut dire qu'il y a une étude clinique qui a été faite. Et si Pandemic Cure est un produit douteux, alors je serai incapable de trouver des rapports vérifiables sur l'efficacité du produit. Parce que tout produit, ça c'est important, parce qu'on a vu aussi beaucoup pendant la pandémie de la Covid, là, beaucoup de choses sur Internet. Mais il faut savoir que ce soit n'importe quel pays, hein, si on veut mettre sur le marché un produit qui a un rapport avec la santé, il y a des tests cliniques qui sont faits. Une fois que le produit, quand vous le voyez qu'il est lancé, les tests cliniques ont déjà été faits. Donc, ce qu'on voyait souvent, c'était que des tests sont faits en Afrique, etc. Hein, mais en fait, les tests sont faits pour la plupart du temps en Occident, hein, et pas en Afrique. Même régulièrement, on voit des annonces, même ici, si on veut participer à des études cliniques. Donc, tout ça est fait dans des conditions vraiment particulières. Aussi, toute recherche qui est faite, par exemple aux États-Unis, elle passe par un comité. Que ce soit la plus petite chose. Par exemple, si aujourd'hui je voulais même publier moi les résultats d'un questionnaire, je dois passer par un comité d'éthique qui regarde mon questionnaire et qui me dit si ce questionnaire est OK. Et là, on ne parle même pas de santé. Donc, au niveau de la santé, c'est encore plus réglementé. Hein, donc, il faut faire attention à ça. Il faut aussi, voilà, toutes ces informations qui étaient passées, c'était un peu bizarre aussi. Donc, exemple 1, Pandemic Cure améliore aussi la santé. Donc, ça, c'est une autre manière d'écrire en fait notre hypothèse. Et l'hypothèse 2, Pandemic Cure est un produit nocif. Mais l'hypothèse que Junior prend, c'est la suivante, c'est si Pandemic Cure est un produit fiable, alors je serai capable de trouver des informations justificatives. C'est que le produit a été enregistré avec un organisme de pharmacie, etc., etc. Je ne suis pas une pro, moi, dans tout ce qui est santé. Hein. Donc, voilà, ça, c'est son hypothèse. Donc, il va faire des recherches. L'étape suivante, c'est qu'il va faire beaucoup de recherches sur trouver, va être sur le site, il va faire des recherches sur Google, sur n'importe quoi, pour trouver des informations. Donc, et on revient là, c'était ça, hein, c'était ces 7 étapes. On n'en est qu'à l'étape 3 pour l'instant. Donc là, on fait un petite parenthèse, c'est les bases de la sécurité numérique. Et pour se protéger, pour protéger ces données numériques, on a différents moyens. On peut utiliser sur un téléphone, sur un ordinateur, on peut utiliser le bailage d'écran, le PIN, le mot de passe, un mot de passe unique, un mot de passe réutilisé ou son visage, son empreinte. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous pensez est le moyen de verrouillage d'écran le plus efficace? Alors, moi, je pense un mot de passe unique. Un mot de passe Unique. unique. Mhm. Mot de passe unique. Visage ou empreinte. Je pense qu'empreinte digitale ou visage. Parce que l'empreinte Est-ce est qu'on utilise Les l'empreinte digitale ou le visage? Genre, pour le visage, on peut avoir une photo de toi et l'ouvrir. Pour
l'empreinte. Genre, on peut utiliser genre, les traces sur ton téléphone et tout. Même si c'est un peu difficile, mais quand même, on peut le faire. Moi, je pense que c'est le PIN parce que Mm. le mieux, si quelqu'un a quelque ressemblance avec toi, pourra déverrouiller ton téléphone. Ah, bah, moi, à mon avis, c'est le mot de Bon. passe unique. Parce que là, genre, si tu l'as pas vu, tu vas la chercher. Genre, si tu utilises un mot de passe genre, difficile, personne ne pourra l'ouvrir. Même si tu réessaierais, tu ne pourras pas y arriver. Une personne, non, mais un robot aussi. Il y a beaucoup de discussions hein, sur le sujet. Hein. En fait, bon, si on prend par le balayage, non, hein, directement. Le PIN, si c'est un PIN de 4 chiffres, c'est très facile hein, de le trouver. Parce qu'un chiffre, c'est entre 0 et 9. Donc, le premier chiffre, il est entre 0 et 9. Le deuxième chiffre, entre 0 et 9. Le troisième, entre 0 et 9. Quatrième, entre 0 et 9. Si c'est 4 chiffres, alors c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, hein, les possibilités. Je peux écrire un programme qui va tester, qui va entrer tous les pins là, un à un. Et s'il y en a donc 1000, il y en a 10 000. 10 000. Si chaque pin prend 1 seconde à être exécuté, il me faut 10 000 secondes pour le faire. C'est très facile. Hein. C'est très facile à faire. Maintenant, les mots de passe, on en a, parfois on n'en utilise que un et parfois c'est un mot de passe unique. En fait, des fois, vous réutilisez votre mot de passe. Je l'utilise pour Facebook, pour Gmail en même temps, pour Zoom en même temps, etc. En fait, si par exemple Zoom est corrompu, il y a un hacker qui est entré dans le système et a volé tous les mots de passe, maintenant, je suis plus en sécurité même sur Gmail. Donc, par rapport au mot de passe, un mot de passe unique, c'est beaucoup mieux qu'un mot de passe réutilisé. Maintenant, le visage et l'empreinte, là. En général, hein, quand vous faites ça pour déverrouiller votre téléphone, franchement, c'est plus pour être confortable. Hein. Parce que toute personne pourrait très bien, même avec une photo de vous, déverrouiller votre téléphone. Hein, donc, c'est facile. Ou, vous voyez bien que des fois aussi, même la biométrie, les empreintes et tout ça, eh ben, on peut l'utiliser, on peut les refaire en fait aussi. On peut les refaire. Il suffit d'avoir un bout de scotch et vous pouvez refaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télé, mais c'est comme ça qu'il faut. Donc, en fait, le meilleur moyen en fait, de se protéger, c'est le mot de passe unique. Mais encore faut-il utiliser un bon mot de passe, bien sûr. Donc, c'est ça la réponse. Mot de passe unique, c'est la solution la meilleure actuellement. Alors, ici, question à vous. Quel est le meilleur conseil que je peux donner à Junior? Junior, j'ai besoin de votre conseil. Que puis-je faire d'autre pour optimiser les paramètres de verrouillage de mon écran? Est-ce que je le verrouille tous les 5 ou 10 secondes ou je le verrouille après 60 secondes parce que je ne veux pas avoir à saisir mon mot de passe toutes les 60 secondes, tout le temps. « 5 ou 10 secondes. Oui, en fait, ça sera beaucoup mieux. Le conseil A est mieux. Bon, c'est un peu ennuyeux aussi. 5 ou 10 secondes, des fois, c'est ennuyeux. Hein. Mais là, pourquoi je dirais A? Parce que 60, ça peut être OK. Mais c'est parce qu'on dit là, parce que je n'ai pas envie de saisir une nouvelle fois mon mot de passe. Mais c'est 5-10 secondes, c'est beaucoup mieux. Donc,
Outre la mémorisation de mon mot de passe unique, comment puis-je m'assurer que je ne l'oublie pas et que je n'accède plus à mon appareil? Conseil A, vous pouvez sauvegarder votre mot de passe long et unique dans votre gestionnaire de mots de passe. Conseil B, vous mettez votre mot de passe sur un bout de papier et vous ne le perdez pas. Quel est le meilleur conseil, A ou B? Moi, je vais prendre B. B. En fait, non, ici, c'est A le meilleur conseil. Il y a des gestionnaires de mots de passe. Et c'est des outils qui permettent de sauvegarder, de générer des mots de passe en toute sécurité. Mais le mettre sur un papier, vous pouvez, en fait, vous perdez en général ce papier. Et puis, en fait, quelqu'un d'autre peut le voir. Donc, à ne pas faire. Les générateurs de mots de passe, là, on ne peut pas les pirater. Si, mais c'est beaucoup moins difficile c'est assez difficile, quoi. C'est fait parce que c'est fait exprès. Et puis, il génère aussi des mots de passe pour vous qui sont des mots de passe vraiment compliqués. Mais écrire sur un papier, c'est problématique. Qui est-ce qui m'avait dit, c'était dans un film, je crois, où on montrait, j'ai écrit mes mots de passe j'ai écrit tous mes mots de passe sur un bout de papier. Ouais, non, ça c'est au moins différents bouts de papier au moins. Et dernier conseil, je partage parfois mon smartphone et mon PC avec ma sœur, Lina, mais je ne veux pas qu'elle s'occupe de mes affaires. Est-ce que je peux faire quelque chose? Conseil A. Personnellement, je ne partagerai jamais mon appareil avec qui que ce soit. Tu ne devrais pas non plus. Conseil B. Créer un compte invité spécial qu'elle pourra utiliser afin de séparer vos activités et donner à chaque compte un mot de passe unique. Moi, Exactement, oui. On peut prendre le conseil B. Donc, en fait, il faut savoir tout ça. Ce qu'on voit là, c'est des choses vraiment Conseil B évidentes. est mieux approprié à cette. C'est B. Le conseil B, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux le B. Hein, ce que je veux dire, c'est que aussi toutes les choses qu'on voit là, c'est des choses quasiment évidentes, mais en fait, il semble que beaucoup de personnes ne le fassent pas quand même. Hein. Donc, de tous les verrouillages d'écran de base, le mot de passe long et unique sont les plus forts. Donc, les mots de passe devraient être sauvegardés dans un gestionnaire de mots de passe. Il peut être utile d'investir dans un écran de protection physique. Bon, c'est-à-dire, ça, on va voir ça après. Faites en sorte que les invités qui utilisent vos appareils aient un compte personnel. Il faut toujours avoir un compte personnel dessus. Fort ou faible. Ici, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est faible. Je mets un moins pour les faibles. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. trop faible. Faible aussi. Faible. Admin. Faible. Non, c'est fort. Faible. Entre fort et faible. Faible. Ouais. Fort. Fort. Et le dernier là. Fort aussi. Fort. Vous avez sûrement dit fort. Vous avez dit fort ici parce qu'il y a des caractères spéciaux. C'est assez long, il y a des caractères spéciaux, il y a des lettres et des chiffres et il y a des majuscules. Hein? On est tous là, on est tous des fois, moi personnellement aussi, des fois je ne change pas assez mon mot de passe et mon mot de passe là, c'est des variations depuis 20 ans du même mot de passe, c'est un problème. Donc, on sait qu'il faut le changer. Il faut le changer régulièrement. Donc, toutefois, hein, si on regarde en 2021, les mots de passe les plus utilisés sont les suivants.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, QWERTY, password, 1, 1, 1, 1, 1, etc. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est les mots de passe. On sait qu'ils ne sont pas beaux, pardon, mais ils sont beaucoup utilisés. Et on voit que, par exemple, ils avaient répertorié que ce mot de passe était dans 103 millions de sites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, pour craquer, en fait, pour déchiffrer ce mot de passe, on a besoin moins d'une seconde. Il n'y a rien de spécial là. Vraiment, ça devient vraiment spécial quand vous avez des caractères spéciaux, etc. Maintenant, le truc aussi, c'est que toutefois, si vous avez vu, des fois, on vous demande… alors, aujourd'hui, je crée un mot de passe pour sur un compte, sur un site. Et en fait, je n'avais pas le droit d'utiliser certains caractères spéciaux. On me disait, vous pouvez utiliser le arrobas, vous pouvez utiliser moins, mais vous ne pouvez pas utiliser les autres choses. Donc, je me suis dit quand même, si je suis un hacker, je vais regarder sur le site toutes ces règles et donc ça va me restreindre aussi ce que je vais pouvoir donner en entrée, quoi. Donc, on sait qu'on doit donner des bons mots de passe, mais pour l'instant, c'est toujours la même chose. Il y a des problèmes de mots de passe. Hein, ça aussi, ça semble évident, mais il semble que ce n'est pas évident. Donc, les gestionnaires de mots de passe, ils gèrent les mots de passe, ils protègent les infos, ils protègent les données, ils stockent les mots de passe. Et il y a différents types de gestionnaires de mots de passe. Ils sont soit dans le cloud, soit ils sont en local sur votre ordinateur. Souvent, il est mieux d'utiliser une authentification à 2 facteurs. Donc, vous voyez, même si vous avez je ne sais pas si vous avez ça sur un téléphone Android, je ne me rappelle plus. Mais des fois, chaque fois que vous vous loguez, vous avez un code envoyé par SMS ou des fois, vous recevez même un appel. Ça, c'est le moyen le plus faible. Sinon, vous pouvez avoir un code envoyé par email. Ou vous pouvez avoir un code unique généré par une autre application ou vous pouvez avoir une clé matérielle. Donc, par exemple, quand vous travaillez dans des entreprises, hein, vous n'avez pas le droit d'installer des logiciels sur les ordinateurs de l'entreprise. Et des fois, on vous donne une clé, oui, qui est une clé qui va vous permettre de générer le mot de passe. Donc, je vais vous montrer un exemple avec Duo. Donc, par exemple, moi, si je veux me loguer sur mon compte de mon école, dans mon université, quand je suis chez moi ici, ben, je vais… J'ai un crash, attendez, je vais effacer des fichiers là avant de continuer. Ok, c'est bon. J'ai perdu mon fichier, je ne sais pas où il est. Je l'ai là.
OK. Je reviens sur ma session 2. Oui, donc je voulais vous montrer Duo. Donc, si je vais sur le portal, c'est une application donc externe. Donc là, j'ai mis mon login et mon password, mais là, il dit que c'est pas assez. Donc, vous avez le login, c'est la première authentication. La deuxième authentication, c'est avec Duo. Donc, pour Duo, j'ai l'application sur mon téléphone. Donc, je vais sur mon téléphone et je vais sur l'application. Et elle me génère un mot de passe unique au moment là. Voilà, et là, mais c'est juste pour vous montrer. Mais c'est à 2 étapes, comme ça. Vous n'avez pas besoin qu'on se logue, mais c'était juste pour vous montrer. C'est ça, l'authentication à 2 étapes. Là, je pense que vous n'avez rien vu parce que je n'ai pas partagé le bon écran. Hein, donc, je remontre. Il se peut que vous deviez vous loguer quelque part. Là, j'ai mon mot de passe. Ça, c'est mon première authentication. Et la deuxième, c'est la première. Et ensuite, là, je dois entrer mon truc. Donc, je l'ai mis sur mon téléphone. Il me génère un code. C'est pas envoyé par email, c'est une application. Et là, maintenant, je peux me loguer. Voilà. Donc là, c'est bon, je peux me loguer. Donc, c'est ça, une application à deux authentication. Donc, quand on se connecte avec des mots de passe, on veut voir aussi, il y a certains sites qui vous disent, la dernière fois que vous vous êtes connecté, c'était à la date D, à l'instant T. Ça, c'est bien parce que je peux voir quand est-ce que c'était que je m'étais connectée et je peux voir, OK, personne s'est connecté sur ce compte qui n'est pas autorisé. Donc, il convient aussi de vérifier l'historique sur les ordinateurs régulièrement pour pouvoir voir s'il n'y a pas justement des problèmes vis-à-vis d'une personne malveillante. Vérifiez quelles applications connectées ont accès à vos comptes aussi. Et si vous remarquez une activité individuelle, changez immédiatement vos mots de passe. Hein, et supprimez toutes les applications suspectes. OK, donc ça, c'est pour un peu la sécurité. Donc, on a vu les mots de passe et on a vu ça comme sécurité. Maintenant, une autre sécurité, c'est pour booster vos navigateurs. Ce qui est bien de faire, c'est de ne pas toujours utiliser le même navigateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de booster les navigateurs? C'est que parfois, il y
on a vu qu'il y a des navigateurs qui sont mieux que d'autres par rapport à la protection de la vie privée. Hein, DuckDuckGo et l'autre que on avait vu sont comme ça. Il faut aussi diversifier les navigateurs. Utiliser le mode privé incognito et le VPN. Donc, si vous voulez qu'on enlève, qu'on ne voit pas les cookies là, que les cookies ne prennent pas le dessus sur votre liberté, c'est ce qu'il va falloir faire. Donc, utiliser un navigateur plus respectueux de la vie privée. Ah, ça, c'est important. C'est vous-même, c'est vous qui choisissez. Ce n'est pas parce que le PC est venu avec Edge qu'il faut utiliser Edge. Et ce n'est pas parce que le Mac est venu avec Safari qu'il faut utiliser Safari. Vous pouvez toujours télécharger, utiliser un navigateur comme Firefox ou Tor Browser qui assure par défaut la confidentialité sur Internet et vous protège des trackers. Aussi, diversifier les navigateurs, c'est-à-dire utilisez-en différents. Envisagez d'utiliser Firefox uniquement pour vous connecter à Google et Facebook et utiliser le navigateur Tor pour les recherches. Comme ça, on ne peut pas mettre un profil ensemble. L'utilisation de navigateurs distincts réduit le tracking auquel vous êtes susceptible d'être exposé. Vous pouvez également appliquer cette méthode à votre smartphone. Parfois, le fait d'avoir certaines applications sur votre téléphone peut vous attirer des attentions non désirées. Et avant de télécharger une application, faites quelques recherches pour savoir si quelqu'un dans votre région a eu des problèmes après avoir installé cette application. Donc, beaucoup de choses à voir. Là, on l'a déjà fait. Mode incognito, ouais. Si vous ne voulez pas être traqué, mode incognito, c'est bien. Chrome, Chromium, Firefox, Safari, ils ont tous des modes privés ou mode incognito. Configuré pour supprimer automatiquement l'historique de votre navigation, les cookies, les fichiers, les applications temporaires, etc. Notez que votre signé et vos téléchargements ne sont pas terminés et que votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès à Internet pourra toujours voir les sites Internet que vous consultez. Hein, donc, c'est ce que je disais avant, Orange peut voir tous les sites que vous consultez toutefois. La navigation privée incognito vous empêche simplement de partager certaines choses avec les trackers et les sites Internet. Elle ne vous rend pas anonyme sur Internet. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser un VPN, Virtual Private Network, réseau privé virtuel, qui protège votre IP address. Donc, chaque ordinateur a une adresse IP qui a une certaine forme, 3, 2, 3, avec un point entre. Donc, par exemple, vous avez une adresse postale sur votre boîte aux lettres, mais en fait, vous pouvez aussi avoir une adresse IP. Donc, chaque ordinateur a une adresse IP. Et pour masquer cette adresse IP, on peut utiliser ce qu'on appelle un VPN. Voilà. Donc, si par exemple, je vais là dans DOS, je vais vous partager l'écran. Ici, voilà, et je fais, je crois que c'est ipconfig. Il me donne l'adresse IP
d'où je suis. Hein, donc, tout ça, c'est des adresses IP. Certaines, ça, c'est un masque pour l'adresse IP. Il y a sûrement une adresse IP externe dans le réseau et une adresse IP externe sur Internet. OK? Donc, juste pour vous montrer, vous voyez, ah oui, vous avez bien vu que commencer, c'est 3 chiffres, 2 chiffres, 2 chiffres et 1 chiffre. C'est ça une adresse IP, ça a cette forme-là. Ça a cette forme-là. Donc ensuite, souvent, vous voulez stocker des documents. Alors, comment est-ce que vous stockez vos documents normalement? On Certaines... peut utiliser iCloud pour ceux qui ont des appareils Apple. Oui. Il y a des solutions cloud pour sauver ces documents. Oui, iCloud, Google Drive. Moi, j'utilise beaucoup de Google Drive. Mais il y a aussi... vous stockez aussi des infos quand ce n'est pas en ligne. Vous les stockez sur une clé USB, sur un disque dur externe, etc. Donc ça, il faut faire attention. OK. Donc, un lecteur externe, un disque dur. Un document protégé par un mot de passe. Vous pouvez le stocker dans le cloud. Bon, il y a d'autres choses sûrement. Donc, des clouds, vous avez parlé de iCloud et de Google. J'ai parlé de Google Drive, mais il y a des clouds, des versions cloud qui sont mieux parce qu'elles sont cryptées, comme CryptPad, RiseUpPad et EtherPad. Donc, j'ai été faire une photo de CryptPad. Donc, CryptPad, c'est comme Google Drive, en fait. Vous pouvez sauver tous vos fichiers, mais c'est une version cryptée. Hein. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est une CryptPad, c'est français. Voilà, donc on peut créer un document, donc document de texte. Et on peut créer des fichiers, etc. Donc, vous voyez que là, je suis dans un document doc. Hein, et je peux faire tout ce que je fais sur Google Drive, je peux le faire ici, pardon, et c'est encrypté. Donc, c'est pour que vous sachiez qu'il y a ce genre de solution. Après, il faut bien sûr prendre le temps d'apprendre à utiliser l'outil et de commencer à l'utiliser. Autre chose aussi, donc ça, c'était plus, oui, c'était plus pour des documents. Mais maintenant, si vraiment vous avez besoin d'une version cloud, j'ai montré là, comme on fait un document Word, mais en ligne, vous pouvez, pour sauver tout, vous avez CryptDrive, qui est la version correspondante à Google Drive, OwnCloud, Sync et Nextcloud. Hein, donc, eux, ça marche. Ça, on peut bien les utiliser aussi. Mais bon, c'est sûr que quand on a l'habitude de Google Drive et tout ça, on utilise ça. Maintenant aussi, certains de ces produits sont payants, d'autres sont gratuits. Donc, je crois que les 2 premiers là sont gratuits, les 2 autres sont payants. Et de même pour ceux-là. Ces 2-là sont gratuits et le dernier est payant.
Je veux dire, c'est des logiciels, il faut aussi qu'ils vivent. Les personnes qui ont développé ça. Hein, parce que c'est compliqué et oui, on n'en vit pas forcément si on donne tout gratuitement. Donc, là, maintenant, on va regarder les bases de la fiabilité. Donc, maintenant, on a Junior avec son hypothèse et maintenant, il fait de la recherche pour voir et pour vérifier les informations. Une source fiable. Est-ce que c'est fiable ou pas? Quand on nous dit que c'est fiable, en fait, quand le rapport ne contient pas de citation, non, c'est pas fiable dans ce cas. Quand la date de publication est indiquée et le sucre est tenu à jour, là, on sait que c'est fiable. La date de publication est introuvable, là, c'est déjà moins fiable. L'information est exempte de toute spéculation, ça, elle est fiable. Les auteurs sont identiques. On peut avoir des auteurs identiques des fois aussi. Dans plusieurs, vous voyez plusieurs posts avec le même auteur, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, c'est pas bon. Parce que là, ça veut dire que, ben oui, c'est autogénéré, ça. C'est généré par des robots. Les sources de statistiques sont clairement indiquées, ça aussi, c'est bien. On aime bien les sources. Donc, il y a un certain nombre de choses ici qui sont fiables et les autres ne sont pas fiables. Donc, quand on voit quelqu'un, on a trouvé la personne qui a écrit quelque chose, on essaye de trouver qu'est-ce qu'il a écrit d'autre. On regarde les références de l'auteur et son domaine de compétence. On vérifie la date de publication et on vérifie que la date de dernière mise à jour de leurs conseils, les sources fiables tiennent leurs travaux à jour. On vérifie la date de la dernière mise à jour, parce que ça a un impact sur justement la fiabilité. Si des fois vous regardez, il y a des pages Facebook, vous voyez, il y a quelqu'un qui est sur une page Facebook et on voit que la page n'est plus mise à jour en fait. Là, en fait, c'est mieux de la mettre de la cacher, quoi. Parce que, ou d'écrire un message, cette page n'est plus mise à jour. Parce que des fois, il y a beaucoup de pages comme ça. On cherche une info sur quelqu'un et en fait, on tombe sur des pages comme ça. Donc, ce que je vais faire là, c'est qu'on va vous mettre en groupe. Juste pour 5 minutes et comme ça va vous apprendre à vous mettre en groupe. Donc, on a 52 participants. On va prendre qui est 10 groupes, mais je me demande où sont… Ah oui, je suis co-host. Babacar, est-ce que tu peux mettre en host? Oui, je ne sais pas si… Donc, il y a un problème, je pense. Je voulais vous mettre en… On fera ça un autre jour, juste parce que bon, je ne suis pas sûre que… je n'ai pas les droits là actuellement. Donc, voilà un vrai post qui a été fait par Serena Ray Williams, où elle dit hashtag add, where we will find me in between. Elle dit, c'est là que vous allez me trouver entre les entraînements, les meetings et mon travail de maman. Je suis avec ma Nintendo Switch. Quand j'ai quelques minutes, c'est un plaisir de jouer avec ma Nintendo. Alors, Junior est un grand fan de la star mondiale du tennis et il est tombé sur cette publication Instagram. Quand vous voyez ça, quelle est votre première réaction? Un mot de réaction dans le chat. Comment réagissez-vous quand vous voyez ça? Un mot? Quand on voit l'application, ou bien? Quand vous voyez le post de Serena Williams sur la Nintendo
Switch. Allez acheter un Nintendo Switch pour jouer. Parce que c'est comme une genre de publication. Ouais. Bon, elle a Publicité. bien mis le hashtag ad. Elle savait que certains d'entre vous vont vouloir tout de suite sauter sur l'opportunité et acheter une Nintendo Switch parce que vous êtes influencés, parce que c'est une célébrité, etc. Hein, mais moi, ça me paraît bizarre. Je me dis, attends, mais pourquoi est-ce que c'est une personnalité? Oui, c'est une célébrité. Et puis, elle me parle de Nintendo Switch. Je trouve que j'aime pas, quoi. Je me dis, c'est de la pub. Oui, c'est Trop pub. C'est trop pub. Et en fait, donc si Serena Williams vous recommande la Nintendo Switch, est-ce que ça fait d'elle une source fiable? Non. Non, Elle n'est pas une source fiable. Pourquoi? Non, non. parce que c'est de la publicité. Peut-être. Mais si Serena Williams, elle vous dit d'acheter des baskets ou une raquette de tennis particulière, est-ce que vous la prendriez pour une source fiable? Oui, Oui, parce que peut-être. Non. demain, on va Oui, peut-être. Oui, beaucoup plus en tous les cas. Hein. On ne peut pas le tenir comme fiable parce qu'il y a des gens qui créent des faux comptes. Évidemment. Sous ce nom. Ouais, donc, Mais là, ah oui, par contre, déjà, mais ça, c'est vérifie un vrai, c'est elle, ça, hein, ça, c'est vrai, hein, c'est elle. ton vrai compte. Oui, mais c'est que ça, c'est un jeu, ce n'est pas une sorte de spécialité. Ah, moi, je me dis que c'est fiable parce que j'aurais peut-être payé pour faire la C'est pas pub parce et qu'on tout. est célèbre pour pas Il y a deux personnes qui parlent en même temps, on n'arrive pas à comprendre. Alors, qui est-ce qui veut parler d'abord? Aram. Alors, je disais que là, il s'agit d'un jeu et tout le monde a le droit de jouer. Ce n'est pas de spécialité de professionnalisme. Sur notre place, Oui. Moi, je crois que c'est une source fiable parce que et puis Il y a des personnes qui ont leur micro ouvert. Il faut que vous le fermiez. Ouais. Et oui, allez, vas-y, Aram. elle peut être payée pour faire la publicité et tout ça. Vu que genre c'est une célébrité, donc ça aura du succès et tout ça. Donc Oui. ça peut être une source fiable. Ouais. Quand elle promeut quelque chose, c'est toujours, elle est payée pour le faire souvent. Parce que même si c'était des trucs de tennis, elle a des sponsors. Elle va, je sais pas qui est son sponsor, disons si c'est Nike, elle va promouvoir les choses de Nike. Mais peut-être qu'il y a des meilleurs baskets chez Adidas, mais c'est pas ça qu'elle va promouvoir puisqu'elle ne elle bosse pas pour, elle n'a pas Adidas comme sponsor. Donc, même dans le domaine du sport, elle n'est pas une source fiable parce qu'elle est payée pour ça. On devient une source fiable aussi quand on n'est pas payé pour ça. Hein. Et puis, comme certains l'ont dit, ouais, peut-être que c'est même la première fois qu'elle utilise, c'est juste pour faire une photo. Il faudrait regarder ses tweets. Après, est-ce qu'on voit d'autres tweets sur la Nintendo Switch? Est-ce qu'elle en a encore reparlé ou c'était juste une fois? Est-ce qu'elle a dit quelque chose sur des jeux, etc. Est-ce qu'elle s'y connaît vraiment, en fait? Et on pense que non, d'ailleurs. Donc, Oui, voilà. parce que son domaine, c'est la musique. Ouais, c'est ça. Donc, on voit ça d'une célébrité, ça nous influence quelque part quand même. Mais il faut rester l'esprit critique. Les influenceurs peuvent intégrer des publicités payantes dans leurs publications présentées comme normales et désirables à leurs amis et followers. Là, elle nous dit même, oui, entre ça et ça. Donc, faites attention au contenu recommandé. Ils peuvent vous entraîner vers des voies inconnues. Plus le contenu reçoit d'attention, plus il y a de chance d'être promu automatiquement par des robots. Hein, il y a des robots qui promeuvent les données
les informations et donc c'est plus des personnes. Hein. Certains flux vous permettent également de partager vos réactions si vous trouvez un message ou un compte inintéressant ou offensant. Donc, des sources fiables, posez-vous les questions. Est-ce que quelqu'un en tire de l'argent? Qu'ont-ils à gagner à partager cette information? Qui est cette personne ou ce site Internet qui donne ces conseils? Qui ne recommande pas ce conseil ou ce produit et pourquoi pas? Hein? Donc, il faut rester toujours critique et avoir ce genre de questions. Donc, il faut rester prudent. Il faut avoir des informations vérifiables, des informations qui sont équilibrées, qui sont fiables. Hein, donc, il faut regarder. Qu'est-ce que ça veut dire prudent? Qu'est-ce que ça veut dire vérifiable? Qu'est-ce que ça veut dire équilibré? Qu'est-ce que ça veut dire fiable? Je vais passer assez vite sur ça. Hein, comme on a fini là. Mais vous pouvez vous poser les mêmes questions aussi sur tout ce qui est journaliste. Hein, les journaux qu'on voit, même les journaux écrits, même les anciens journaux. Est-ce que l'information est fiable? Mais en fait, dans les journaux, on va parler de New York Times, et je ne sais pas quel est le journal le plus fiable au Sénégal, mais il y a il y a un code de déontologie dans le journalisme. Il y a des protocoles très stricts. Leral.net. Pardon? Leral.net. L'oral.net, vous diriez que c'est le journal le plus fiable? C'est un site de navigation. Je suis sûre que voilà, il va y avoir de la polémique, certaines vont dire non, etc. Et je ne vais même pas dire le nom de CDWeb parce que là, ça va peut-être encore être plus de la polémique. Mais dans le journalisme, eh ben, ils font aussi beaucoup, ils regardent les sources. Vous savez même comment les sources sont protégées, etc. On peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas, par exemple, dans certaines affaires, on ne peut même pas dire le nom de la victime, le nom le nom aussi même d'un accusé, parce qu'on n'est pas coupable tant qu'on n'est pas, on est innocent tant qu'on n'est pas prouvé coupable, etc. Donc, il y a pas mal de règles dans le journalisme, mais ces règles ne sont pas vraiment appliquées dans le journalisme en ligne aussi. Hein, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour terminer, on va juste regarder ces quelques diapos là et vous allez me dire est-ce que c'est fiable ou non? Une étude médicale a caché qu'elle ne disposait que d'un petit nombre de personnes incluses dans l'étude, ce qui a limité ses conclusions. Est-ce que c'est fiable ou non fiable? Une étude médicale a caché qu'elle disposait. Donc, automatiquement, ce que cette étude va nous dire, ça va être pas fiable hein, du tout. Voilà, comme vous l'avez dit. Pas fiable. Si on cache des informations. Non fiable. Oui. Non fiable. Et quand on fait une mauvaise citation, vous savez, certaines fois, les propos des personnes sont repris, mais ils sont détournés, ou on prend qu'une phrase et tout le contexte est enlevé. Donc, l'auteur a mal cité le président. Est-ce que ce choix est fiable ou non fiable? Non fiable. Fiable, bien sûr, oui. Non fiable. Et une entreprise pharmaceutique a mis sur le marché un nouveau médicament, mais il est clairement indiqué que son efficacité varie d'une personne à l'autre. Fiable. 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 Non fiable. Non Voilà. fiable. Fiable. Non, c'est fiable. Fiable. Parce que ça, on le voit, c'est toujours, vous voyez tous les médicaments, il y a écrit les effets secondaires, il y a écrit comment ça varie suivant les personnes et tout ça. Donc ça, c'est fiable. Et justement, c'est obligatoire de le mettre et ça doit être là. Hein, donc, pensez à tout ça. Et aussi que des informations, elles peuvent être… souvent, on peut aussi vérifier l'impact d'un produit et tout ça par des témoignages. Mais ces témoignages, oui,
on a vu qu'il y a des personnes qui vont être payées pour faire un témoignage et que là, automatiquement, ça devient une source qui est beaucoup moins fiable si ce n'est pas du tout fiable. Voilà. Donc, on continuera ça demain. Donc, pour l'instant, ce que j'aimerais quand même que vous fassiez en attendant là, c'est un peu de penser à des idées de projet, des idées d'applications mobiles. Et d'ailleurs, pourquoi pas, regardez un petit peu, est-ce qu'il y a des applications mobiles qui parlent de ça, de sécurité sur Internet, de fiabilité, etc. Hein, donc, vous pouvez pour commencer à regarder ça. Et là, on va arrêter pour aujourd'hui. Donc, je vais déjà arrêter. On peut arrêter d'enregistrer. Donc, on peut arrêter d'enregistrer.